Bonjour, bienvenue dans Le Panier, le premier podcast e-commerce. Mes invités cartonnent et me livrent leurs secrets de réussite et les problèmes qu'ils ont rencontrés pour qu'on puisse, ensemble, apprendre à vendre mieux et plus. Mon engagement ici est simple, avoir une conversation sans filtre et sans faux semblants, et à ce que vous repartiez inspiré des succès, mais également des échecs, de mes invités avec les bons outils et les bons réflexes. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence digitale qui fait des sites incroyables et des strates de communication et d'acquisition sur mesure. On travaille pour des grands groupes comme pour des startups, en France comme à l'international, que ce soit pour lancer un site, refondre un e-commerce, développer un SaaS sur mesure, poser une strate de contenu ou repenser un business model. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com ou LinkedIn et je me ferai un plaisir de vous répondre. Bonne écoute! Je vous propose une série spéciale de 4 épisodes enregistrés en marge du salon One-to-One à Biarritz, un salon dont le focus est l'expérience client et qui vient de se terminer. Cette année, nous y avons parlé data, AI, expérience client et CRM. Et vous allez entendre dans cette petite série une spécialiste mondiale de l'IA, le patron du marketing et de l'expérience client de SNCF Connect and Tech, le vice-président de Forrester sur l'avenir de l'expérience client et enfin le patron du Web3 chez Vivendi. IA, générative, crypto, métaverse, super apps et même l'éternité as a service sont les sujets que nous avons abordés dans ces épisodes. L'idée est de vous ouvrir les chakras pour vous aider à vous projeter sur les 15 prochaines années. Bonne écoute. Bonjour à tous, chères auditrices et chers auditeurs. Je suis heureux de vous retrouver pour cet épisode que j'enregistre en marge du One-to-One à Biarritz et j'ai l'immense plaisir de recevoir Thomas Husson qui est VP, vice-présidente de Forrester. Bonjour à tous, merci de m'inviter. Alors j'ai eu l'immense plaisir de voir ta keynote d'ouverture hier. Je me suis permis de t'envoyer un texto juste après en disant waouh, c'était génial, il aurait fallu plus de temps. Le temps, tu n'en as pas beaucoup aujourd'hui, mais l'idée c'est de s'ouvrir les chakras sur les sujets qui sont les tiens pour mon audience, vous, chères auditrices, chers auditeurs, et clairement parler d'IA, IA générative, de la réalité des déploiements, comment l'IA augmente le marketing de vous, chers retailers, e-commerçants, commerçants, et surtout d'expérience client en web et en retail. Mais peut-être peux-tu commencer par te présenter et présenter Forrester. Oui, donc moi je suis analyste chez Forrester, c'est-à-dire que j'accompagne un certain nombre de nos clients dans différentes industries, univers, y compris e-commerce et retail. On a une plateforme en fait à laquelle s'abonnent nos clients. Ils ont accès à l'ensemble des études qu'on publie, à beaucoup de données consommateurs, exécutives, des prévisions aussi. Et puis après, on les accompagne de manière un peu plus spécifique, où ils partagent avec nous leur roadmap, des projets, on les challenge et puis on essaie de leur faire gagner du temps sur tout un tas de sujets liés à l'innovation technologique, donc effectivement l'IA, mais pas que, sur les transformations clients, durables, digitales et toutes ces jolies problématiques qui se posent aux retailers. Que tu as beaucoup abordé, tu as publié 200 publications, je crois. Hein, oui, alors après, ça fait 15 ans que je fais ce métier, donc mais oui, on publie régulièrement et au-delà des publications, surtout, on se fait challenger par nos clients et ils nous présentent leurs questions, leur roadmap et on les accompagne dans une logique, on va dire, d'advisory. C'est pas tout à fait du conseil. On recommande aussi des acteurs et des prestataires pour faire. Nous, on ne fait pas. On recommande des acteurs qui sont bons dans l'exécution. On en est où de l'IA générative et de sa réalité et de son application dans l'exécution marketing de... Alors, on est dans une phase, on est entre de l'expérimentation et du passage à l'échelle. Majoritairement de l'expérimentation aujourd'hui, dans une phase d'engouement extrême, d'investissement fort. Si je regarde, il y a 1 an exactement, ici au même endroit, ChatGPT n'avait pas été lancé, donc il n'y avait pas eu tout ce buzz. Mais l'IA existait déjà avant. L'IA, c'est pas que des LLM, des Large Language Models, c'est aussi du machine learning, du deep learning et d'autres procédés, d'autres ensembles de techniques qui existent depuis longtemps, qui sont déployés par les entreprises depuis longtemps. Donc dans le retail, vous avez pour certaines boîtes jusqu'à 50 algorithmes qui tournent sur de la prévision de la demande pour affiner les stocks et gagner en productivité, en coût. Donc ça existe depuis longtemps, ça tourne et c'est pas de l'IA générative.
La différence, c'est que l'IA générative, donc on est sur de la production de texte, d'audio, de vidéo, de contenu, de code, qui est basé sur des sollicitations, les fameux prompts. Et ça a permis, parce que l'interface de ChatGPT était assez simple à utiliser, à tout un chacun de se rendre compte du potentiel et de nouveaux cas d'usage. Et donc du coup, il y a eu cette phase où tous les jours, il y a eu des nouveaux outils, des investissements, avec des investissements colossaux de Microsoft, la semaine dernière d'Amazon, 4 milliards dans Anthropic. Et donc tout le monde se dit, en fait, il y a deux phénomènes. Il y a un phénomène qui est les patrons qui disent, ça c'est vraiment lame de fond, c'est pas du métaverse, il faut y aller, il faut accélérer, qu'est-ce qu'on fait? Ce qui est pas la bonne question. La question, c'est comment ça m'aide à réaliser mes objectifs et à augmenter les revenus ou baisser les coûts ou à améliorer l'expérience client. C'est pas qu'est-ce que j'en fais en tant que tel. Et l'autre lame de fond, ce qui va arriver, c'est comme à l'époque du mobile, on avait parlé du bring your own device, où chacun venait avec son smartphone. Là, c'est un peu la même chose, c'est bring your own AI, et tout un chacun utilise des outils en disant, mais moi, ça me fait gagner du temps, je peux traduire automatiquement, je peux synthétiser plein de contenus, et donc les employés aussi, les collaborateurs, les salariés vont demander ce type d'outils pour être plus productifs. Est-ce qu'on peut comparer ça à la calculatrice pour le comptable ? D'une certaine façon, oui, parce que c'est un outil, et contrairement à ce qu'on raconte, c'est pas un outil qui encore aujourd'hui prend le pouvoir et s'autonomise. Ça reste surtout de l'intelligence, on va dire, augmentée. Il fait ce qu'on lui dit. Alors après, ce qui est compliqué de savoir, c'est comment il a été programmé, et quelle est l'explicabilité entre guillemets de l'algorithme et sa traçabilité. Mais ça permet de gagner du temps, d'être plus productif. Ce sont des aides à la créativité. Et donc, il va falloir s'approprier effectivement ces outils. Donc, on est beaucoup dans une phase de jeu et d'expérimentation aujourd'hui. La question après, c'est qui passe à l'échelle le premier et qui déploie ses gains de productivité et qui améliore réellement l'expérience client avec ça. Je discutais avec Amal, qui a intervenu après toi hier, sur un sujet de sensibilisation du citoyen. On a lâché la bête. En gros, l'IA était dans des laboratoires jusqu'en 2010. Ensuite, il y a eu un boom et l'ouverture de plus en plus d'outils sur étagère, mais quand même pour des développeurs et des chercheurs. Là, depuis quelques années, c'est à la disposition du grand public. Il y a de plus en plus d'outils que les développeurs peuvent utiliser très simplement pour augmenter la capacité de leurs outils. On a lâché la bête. Il y a un sujet d'éthique aussi pour le marketeur, notamment pour le marketeur. Est-ce que tu le vois remonter? Est-ce que tu l'abordes dans tes recherches, dans tes discussions? Oui. Quand on interroge les directeurs marketing et qu'on leur demande c'est quoi les freins à l'IA, c'est très clairement et très nettement le risque de biais éthiques notamment, le fait que ces outils d'IA générationnels produisent un non-sens cohérent, donc il y a des erreurs factuelles, donc ils craignent ça. Et puis il y a aussi tout ce qui est droit, propriété intellectuelle. Donc ils sont assez, les directions marketing notamment sont encore assez méfiantes. On expérimente, on teste, on joue, mais on publie pas encore officiellement, on n'appuie pas sur le bouton parce qu'il y a quand même un certain nombre de craintes à lever qui sont pas des moindres. Et effectivement, il y a des enjeux éthiques. Là, on se place sur le terrain plus de l'entreprise, mais oui, d'un point de vue, pour moi, l'enjeu éthique, c'est pas tellement la question de l'emploi ni la question de l'autonomisation de ces outils. C'est surtout des enjeux liés à la démocratie, au deepfake et au fait qu'effectivement, aujourd'hui, n'importe qui peut produire un deepfake. Tu as parlé à l'instant de non-sens cohérent. C'est quoi un non-sens cohérent? C'est le fait que certains de ces outils produisent un contenu qui, en apparence, a l'air tout à fait cohérent, a l'air d'avoir du sens, mais qui n'en a pas toujours. Donc c'est un petit peu différent des hallucinations, au sens où les hallucinations sont plus des erreurs factuelles. Ça s'en rapproche, mais c'est la manière dont les analystes chez nous qui sont dédiés à l'intelligence artificielle, on appelle ça coherent nonsense, parce qu'effectivement, on lit un produit par un de ces outils, on se dit ah oui, le style est bon, ça fait référence, il y a des éléments de contexte, ça a l'air sourcé. Et puis en fait, et donc la Révolution française a eu lieu en 1866. Tout le monde le sait bien. Okay. T'as abordé le sujet de l'invisibilité dans l'expérience client de ces outils qui vont l'accompagner le long de son process en rapport aux marques. Tu peux me développer le sujet? Oui.
Il y a deux choses autour de l'invisibilité. Il y a l'anticipation du besoin et du contexte de l'utilisateur quand il interagit avec la marque. Et donc cette anticipation, en fait, l'IA, c'est d'abord et avant tout ça, c'est du prédictif. Donc c'est d'arriver à anticiper le bon contexte, la situation, le comportement du consommateur, son attente au moment où il interagit avec la marque. Et le deuxième élément, c'est de rendre cette expérience dans l'interface la plus fluide possible, la plus simple possible. Donc ça veut dire retravailler le parcours client, ça veut dire fluidifier l'interface, donc ne pas avoir par exemple une succession d'écrans ou d'images à cliquer, mais d'avoir une réponse et une question, surtout en langage naturel, ce que fait l'IA générative au final. On pose la question en langage naturel et on a une réponse et une expérience qui est fluide et simple. C'est pour ça que je prenais l'exemple de Uber en disant finalement on n'a plus à payer dans l'application, on n'a même plus à ouvrir l'application, on reçoit une notification qui est contextualisée au moment où on veut savoir où en est le colis. C'est un petit peu ça, c'est qu'il va falloir décomposer l'ensemble de ces expériences qui ont été codées par des développeurs en 0 et en 1 en des fragments d'expérience qu'il va falloir orchestrer en fonction d'un déclencheur qui est le contexte. Des fragments d'expérience hyper intéressants sur des parcours de plus en plus complexes. Uber, c'est un bon exemple parce qu'il y a une app, je commande à manger, je me fais livrer. Mais demain, je vais acheter du Jonac, je vais les découvrir sur des réseaux sociaux, puis me faire retargeter sur Google, puis aller en boutique. Enfin, tu vois, le parcours est presque atomisé. Et comment est-ce que l'IA peut m'aider, moi, commerçant et e-commerçant, à optimiser ce parcours et être invisible sur ce parcours d'ailleurs? Déjà en anticipant davantage le moment d'interaction du consommateur. Donc ça, on a des outils, des modèles prédictifs qui permettent de savoir à quel moment le consommateur potentiellement va interagir avec la marque, quand est-ce qu'il va avoir besoin de se rééquiper. On a des modèles prédictifs assez fiables aujourd'hui. Surtout sur du reinforcement learning, sur la consommation, ça permet de voir ce que font effectivement les consommateurs. Et donc, c'est ça qui va permettre de recontextualiser l'expérience, parce qu'effectivement, il y a de plus en plus de plateformes, il n'y a pas que des interfaces graphiques, il y a du chat, il y a du conversationnel, il y a du vocal, il y a demain des choses plus immersives. Et donc, il va falloir aller réorchestrer en fait ces contenus et ces services dans un parcours client qui est plus complexe. Et donc c'est pour ça que les retailers et les e-commerçants qui vont arriver à mieux anticiper ces besoins et à passer à l'échelle pour réorchestrer ces expériences qui peuvent être de simples contenus, de simples notifications, vont améliorer finalement l'expérience du client final. Tu as parlé aussi hier de RQ. Tu peux développer le sujet? RQ, c'est un acronyme. Plutôt. Oui, quotient robotique, ou en anglais RQ Robotics Quotient. C'est par analogie avec IQ, donc le QI en français, le quotient intellectuel, EQ, le Emotional Quotient, donc le quotient émotionnel, et on sait l'importance de l'émotion dans l'expérience client. Et c'est pas nouveau au sens où on a publié ça il y a 5-6 ans, quand on parlait déjà d'intelligence artificielle, mais avant de parler d'IA générative, où on disait les organisations, les individus dans les organisations, les managers dans les organisations vont devoir s'approprier ces outils, d'ailleurs devoir avoir une acculturation, parce que tout un chacun, toi, moi, les auditeurs qui nous écoutent, vont devoir apprendre à travailler avec des robots. Ce qui paraît évident quand on était un ouvrier sur une chaîne et un col bleu, maintenant ça touche les cols blancs, et donc ça touche la production de contenu, ça touche les professions intellectuelles. Et oui, ça va faire disparaître des emplois parce qu'il y a des tâches qui vont être automatisées, mais ça va en créer des nouveaux. Et surtout, pour l'essentiel, à 80%, ça va faire que on va devoir apprendre à travailler avec des nouveaux outils, pas juste des nouveaux interfaces. On en est là, on a lâché la bête, les outils existent, apprenez à travailler avec et à vous en servir pour devenir plus fort, c'est un peu ton message. On va pas être remplacé par l'IA, mais par quelqu'un qui utilise mieux l'IA que nous. Oui, effectivement, si on est graphiste aujourd'hui, il vaut mieux apprendre ces outils et savoir comment produire plus efficacement des bons formats et des banners tout de suite automatisés au bon format d'enregistrement pour les bonnes plateformes, plutôt que de regarder passer le train et la vague. Donc je pense qu'effectivement c'est important et que c'est une lame de fond qui s'accélère et que oui, on n'a pas d'autre choix que d'apprendre, de désapprendre aussi certaines choses qu'on faisait, qui nous faisaient perdre du temps, parce qu'on a
toutes nos petites habitudes, et que tant mieux. Si après, c'est encore une fois, ce sont des outils et des technologies, donc tout dépend de l'usage qu'on leur donne, et évidemment il va falloir sur les enjeux éthiques notamment une certaine régulation, une certaine réglementation qui ne freine pas l'innovation, mais je ne vois pas comment on pourra faire sans ces outils demain. Thomas, merci infiniment. C'est un bref échange, mais riche. Vous pouvez, chers auditrices, chers auditeurs, continuer la conversation si vous le souhaitez avec Thomas Husson, H-U-2-S-O-N sur LinkedIn. Je retiens 3 choses de ce bref échange très intéressant, mais l'expérience invisible et la question que je me pose moi, commerçant, enfin vous, commerçants et e-commerçants, c'est comment utiliser les outils à disposition pour enlever un maximum de friction sur les parcours complexes et atomisés de vos clients. On parle d'utilisateurs de marques souvent d'ailleurs aux États-Unis, les users des brands plutôt que les clients. J'aime bien l'idée de non-sens cohérent et j'aime bien le principe de RQ, de QR que j'ai découvert du coup hier avec toi, même s'il a 6 ans, et de me dire que quel est le quotient robotique de votre boîte, pas seulement de vos collaborateurs, mais de la boîte dans son ensemble et de son adaptabilité, de sa capacité en tout cas à intégrer l'outil, le robot dans ses réflexions. Thomas, merci infiniment. Merci à toi. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode, parlez-en autour de vous et surtout laissez-moi une note et un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos amis dans le business, chaque nouvel auditeur est une victoire. Si vous avez besoin de lancer ou refondre votre site internet, de créer un Shopify ou un WooCommerce, de performer avec une stratégie de contenu efficace, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@causavostra.com. On se fera un plaisir de vous répondre. Et enfin, et surtout, inscrivez-vous à la newsletter du panier sur lepanier.io. À bientôt pour un prochain épisode.